Salut Asynchrone, j'espère que tu vas bien. Salut Paul, ça va très bien. Et toi? Nickel, parfait aussi. Mais écoute, c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Tu es le premier profil un peu orienté édition de site, affiliation, enfin tu vas nous en dire plus, mais je pense que ça peut vraiment apporter des choses à l'audience, donc c'est vraiment chouette. Euh, Comme première question, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et de ton appétence en général pour le SEO? Ok, moi c'est Asynchrone, de mon vrai nom Asynchrone. Non, c'est Asynchrone, ça fait depuis 5-6 ans, plus 6 ans que je fais de l'édition de site. J'ai commencé l'édition de site donc très tôt. J'ai toujours fait ce métier-là, même si de temps en temps j'ai fait un peu de freelance, notamment travailler en agence aussi juste pour apprendre des nouvelles compétences. Mhm. Et du coup, ouais, ça fait un petit moment que je fais ça. Et là, ça fait depuis mars dernier, donc de l'année dernière, que je suis sur Twitter sous le nom d'Asynchrone. Et en fait, j'ai créé ce Twitter simplement pour partager ma vision du business en ligne. Donc, ce n'est pas seulement du SEO, mais plus principalement du business en ligne. Et surtout, essayer de motiver et d'aider le plus de personnes à passer le cap pour créer son business en ligne et voilà, atteindre la liberté financière. Je sais que ce mot n'a pas des connotations toujours cool, mais voilà, la liberté financière, pour moi, c'est d'avoir assez tous les mois, un revenu passif et pouvoir passer un peu plus de temps à faire ses hobbies ou les choses qu'on aime. Donc, voilà tout. Ok, trop bien. Et bah, du coup, tu l'as dit avant, tu faisais un peu aussi freelance, prestations, SEO pour des clients. Bah, justement, tu as été formé aussi en agence, donc c'est assez logique. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché de ça à l'édition de site et pourquoi avoir choisi du coup l'édition de site de manière générale? Alors, en fait, j'ai commencé par l'édition de site. Ok. C'était à l'époque, du coup, mon pote Crypto Rouskov qui se lançait là-dedans. Lui, il avait déjà un site et en fait, on s'est lancé un peu tous les deux. Lui, il avait de l'avance sur moi, donc il était entre guillemets mon mentor là-dessus. Et en fait, j'ai plutôt basculé sur la freelance pour la stabilité du revenu, Ouais. pour justement éviter les hauts et les bas des résultats Google, parce qu'on n'est pas toujours, on peut pas toujours maîtriser ça. Donc, j'ai voulu faire de la freelance simplement pour avoir un bon salaire et pour pouvoir commencer à voyager. Et quelques années plus tard, un an et demi plus tard, il me semble, j'ai fait j'étais consultant SEO pour une agence durant quelques mois. Et ça, c'était vraiment pour apprendre des compétences et aussi pour découvrir un peu ce que c'est un vrai travail. parce que, parce que j'avais fait de l'alternance pendant mes études, mais j'avoue Ouais. qu'à la fin de mes études, j'ai jamais travaillé pour une entreprise à part des petits jobs dans des restos pendant mes voyages. Mais ouais, donc voilà, en fait, l'édition de site a toujours été ma ligne directrice et tout ce qui a été autour, c'était pour aider financièrement et aussi pour apprendre de nouvelles choses. Trop bien, trop bien. Et j'imagine que ouais, du coup, l'expérience en agence, ça t'a peut-être permis d'acquérir des compétences un peu plus poussées sur tout ce qui est audit, analyse, chose que peut-être Ouais, tu vas pas le plus développer en édition de site, quoi. ouais, l'édition de site, c'est bien pour apprendre tout, en fait, tout de la création d'un site à la monétisation, en passant par voilà, le SEO, l'optimisation on-site, etc. Mais il y Mhm. a des choses qu'on n'apprend pas dans l'édition de site, du moins pas tant qu'on n'a pas un site avec des milliers d'URL, c'est l'aspect technique, gérer la structure d'un site. Quand on était en agence, par exemple, on bossait sur des sites, des plateformes musicales qui avaient des millions d'URL et il fallait Ouais. les aider à gérer la structure et à faire en sorte qu'ils rankent en fait sur tous les artistes, sur toutes les musiques. Donc ça, c'était assez cool. Et pour te répondre à la question d'avant, ce qui a fait que j'ai toujours été dans l'édition de site et j'ai toujours continué l'édition de site, c'est tout simplement ne pas avoir affaire à des clients et vraiment bosser pour moi, bosser sur mes sites, faire en sorte que mes sites rankent, apprendre par moi-même et l'aspect surtout revenu passif, même si c'est un peu contradictoire parce que tu bosses toujours pour améliorer tes nouveaux sites ou pour améliorer ton Ouais. site actuel. Mais ce que j'adore dans l'édition de site, c'est vraiment pouvoir se dire, OK, je prends un mois, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voilà, ouvrir un compte Twitter, par exemple, et ben, je laisse mes sites de côté pendant un mois et mon revenu est toujours le même. Et ça, c'est l'aspect le plus cool de l'édition de site. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, ouais, bah pour le coup, moi, je fais pas encore vraiment d'édition de site, mais j'imagine que tu as aussi une bonne partie monitoring, suivi des positions des sites, etc.,
qui doit finalement prendre du temps presque toutes les semaines si tu veux suivre tout ça, quoi, sur le suivi des perfs. Ouais, tout dépend de l'organisation que tu as. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, je suis rarement mes positions. Ouais. Simplement sur SEO Observer, bah, j'ai mes sites et je regarde les positions de mes pages principales. Mais Mhm. voilà, je ne suis pas du genre à suivre tous mes mots-clés et Ouais. voir toutes les semaines s'ils ont monté ou pas. Par contre, il y a une maladie dans l'édition de site, c'est de se connecter tous les jours à Href ou SEO Observer et regarder les courbes. Ça ne sert à Mhm. rien, mais c'est une maladie. Donc, ouais, ça prend quand même du temps. Ça prend du temps. Puis même, il faut gérer les rédacteurs aussi, Ouais. acheter des nouveaux liens, essayer d'acquérir des nouveaux liens gratuitement. Donc, ouais, il y a toujours un peu de travail, quoi. Ça me fait rire parce que ce que tu dis, cette maladie un peu de regarder les tools, les courbes, je l'ai déjà, alors que vraiment je m'occupe d'un seul site, c'est mon site vitrine, mais comme je travaille le SEO, je suis ça et c'est vrai que je me dis des fois, est-ce que vraiment c'est utile ou pas, quoi, mais bon, t'as trop de voir, Ouais. quoi. Honnêtement, ça sert à rien. C'est toujours cool, mais ce qui est bien en fait en SEO, c'est de bosser, bosser, bosser Ouais, et d'aller voir tes résultats de temps en temps, mais de ne pas te fixer sur une petite baisse. Tu vois, par exemple, sur Href, là, il y a un de mes sites qui montre une énorme baisse, perte de mots-clés de tous les côtés, alors que ouais, la réalité sur Google Analytics, c'est que j'ai toujours le même trafic, je fais toujours le même revenu, voire plus. Et en fait, bah, voilà, toutes ces courbes, elles peuvent des fois te perdre un peu parce que tu vas aller regarder des détails qui ne servent à rien. Mais ouais, c'est une maladie. Et en plus, maintenant, avec bah, toutes les personnes dans la formation, je commence à regarder les sites des personnes de la formation. Donc là, ça devient le mec un est fou. problème. Je vais aller voir un psy pour ça. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Et bah, d'ailleurs, toi, niveau édition de site, tu es plutôt à avoir beaucoup, beaucoup de sites qui te rapportent un petit peu ou un peu de sites qui te rapportent beaucoup. Je sais qu'il y a différentes approches. Non, alors je sais que tu as, bah, t'as plusieurs types de SEO. Tu as des personnes qui automatisent. Moi, je n'automatise pas trop, tu vois, avec le dev, donc qui vont avoir des centaines de sites qui vont faire quelques euros chacun, mais en tout, Ouais, ça va faire un beau salaire. Moi, je suis plus du genre à avoir quelques petits sites et très peu de gros sites. Et en fait, mes gros sites, c'est ma base. Tu vois, honnêtement, en site d'autorité, entre guillemets, je dois en avoir trois. ouais, Trois qui font plus de 100 000 visites par mois, qui font des milliers d'euros, etc. Et des petits sites, j'en ai de moins en moins parce que en fait, je m'en débarrasse. Pourquoi? Parce que comme tu disais avant, c'est du monitoring et c'est de la perte de temps, entre guillemets, pour des sites qui rapportent que 100, 200 euros par mois ou des choses comme ça. ouais. Mais du coup, ouais, moi, j'aime quand même bien avoir un site qui minimum fait 150 euros, 200 euros par mois. Et je Ok. ne fais pas voilà, des petits sites qui vont aller gratter des dizaines d'euros. Ouais. Ouais, parce que des fois, j'entends ce genre de stratégie. Après, encore une fois, je ne suis pas dans le domaine de l'édition de site. Mais des fois, je me dis, en fait, tu vas faire un site qui va te rapporter 10 balles par mois. Sur l'année, ça va à peine couvrir les frais du nom de domaine et de l'hébergement, quoi. Je me dis, Ouais. où tu vas doubler, on va dire, ces coûts-là. Bon. Mais après, c'est vrai que si tu arrives à automatiser tout derrière, c'est là que ça devient intéressant, ces petits gains-là, quoi, j'imagine. Mais Ouais, c'est super intéressant. carrément. Et pour rebondir là-dessus, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font des PBN. Ouais, Moi, je sais que j'en ai fait. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un PBN en termes de frais alors que tu pourras acheter un lien pour 100 balles, avoir la même qualité et ne pas t'en occuper. Et ce Mm. qui fait qu'aujourd'hui, c'est intéressant, c'est la vente de liens. Parce que même tes PBN, alors tout dépend de la qualité, mais moi, mes PBN, bah, je fais de la vente de liens avec. Du coup, dans tous les cas, c'est rentable. Mais ouais, il faut toujours se poser la question. Pour moi, c'est ça, c'est ton temps de travail et tes frais, est-ce que ça vaut le coup de bosser autant sur des projets qui te rapportent peu, entre guillemets? Ok, Ce n'est pas des questions que tu te poses au début, mais plus tard, ouais, tu commences à te les poser. ok. Ok, super, top. Et bah, du coup, toi, tu as une particularité, c'est que du coup, tu es dans l'édition de site, mais tu es vraiment spécialisé dans l'affiliation. Enfin, tu viens de dire que tu faisais un petit peu de vente de liens, donc j'imagine que tu ne fais pas que ça, mais en tout cas, l'affiliation, c'est quand même le business model que tu mets le plus en avant vers, enfin, par ton persona asynchrone, notamment sur Twitter. Pourquoi, du Ouais. coup, est-ce que tu parles le plus d'affiliation et pourquoi avoir choisi ce domaine-là, tout simplement? Alors, j'ai commencé par l'affiliation depuis le début. À l'époque, c'était Amazon parce que voilà, c'était simple. Mm. Et en fait, de plus en plus, je crée des sites par rapport à un programme d'affiliation. Je vais chercher des programmes d'affiliation, j'en trouverai un à 40% de commission. La niche est cool. Je vais faire un site autour de ce programme d'affiliation.
Et en fait, à la fin, je vais faire d'autres monétisations. Mais tu vois, par exemple, je fais de la pub avec Ezoic, ce qui fonctionne bien, surtout sur Ouais, des sites d'autorité. Tu vois, tu mets la pub sur toutes tes pages informationnelles et tu laisses tes pages transactionnelles avec ton affiliation et la vente de liens. Mais par contre, ce que j'aime bien avec l'affiliation, c'est que bah, toujours pareil, revenu passif et tu t'emmerdes le moins possible parce que en fait, tu t'occupes de rien. Les personnes vont sur ton site, cliquent sur le lien, achètent, toi, tu touches ta commission. La vente de liens, c'est quand même du taf. Tu dois quand même gérer, tu as des clients, entre guillemets, qui te commandent des liens, qui tu leur envoies un article, ils ne sont pas contents, il faut le refaire. Donc, tu vois, c'est quand même du management. Alors que l'affiliation, c'est vraiment le côté flemmard, en fait, ouais. où voilà, tu laisses tourner et l'argent tombe. Ouais, c'est là où tu parles vraiment de revenus passifs. Si potentiellement tu touches plus à un site qui tourne en affi, pour le coup, même Ouais, contrairement peut-être au dropshipping où tu vas avoir un peu la relation avec le client, le support et tout, là, l'affiliation, tu n'as vraiment rien de rien, quoi. Enfin, sauf si je me trompe, ouais. mais c'est trop Non, bien. bah après, tu vois, tu as toujours les sites de niche. Tu vois, quand tu parles d'un site de niche, c'est Ouais, toujours, tu dois toujours taffer. Mais moi, tu vois, mes sites d'autorité, par exemple, ils sont tellement gros, entre guillemets, que, tu vois, je fais beaucoup de contenu info aussi. Tu vois, par exemple, j'ai checké mon site aux US et il a eu un lien de Forbes trop bien. la semaine dernière. Et ça, c'est naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils font un article, ils voient que je suis premier là-dessus, ils me prennent en source et ils le mettent dans l'article. Du coup, Ouais, tu n'as plus de netlinking à faire, à part du netlinking précis. Et moi, la seule chose que je fais sur ces sites-là, c'est j'ai ma rédactrice qui rédige, j'ai une personne qui met en ligne. Et pour le coup, ça, c'est du revenu passif parce que je laisse ce site totalement de côté. Donc, je l'utilise plus du tout, enfin, je travaille plus du tout dessus et tout est fait de manière organique, quoi. Rédaction, mise en ligne et je fais plus rien. Et l'affiliation permet ça, quoi. trop bien. Bah, même le fait que tu arrives à faire du link baiting un peu comme le recommande Google enfin, via des médias comme Forbes, c'est un peu le rêve de tout SEO, tout Ouais, éditeur de site. C'est vraiment ouais. chouette. Bah, c'est vrai que les sites d'autorité, c'est cool. Je conseillerais jamais à quelqu'un de commencer par un site d'autorité parce que c'est un site qui recouvre plusieurs niches où tu as beaucoup de sujets assez larges et ça met très longtemps à monter dans les résultats. C'est beaucoup d'investissement. Mais ces sites-là, c'est cool. Pareil, mon site français qui a eu un lien de Le Monde de la même façon parce que Trop voilà, bien. tu fais des articles info et les personnes utilisent comme source, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais. Bah, puis même en dehors du point de vue SEO, juste d'un point de vue notoriété, déjà, c'est quand même, ça peut être intéressant aussi, quoi. Ça dépend comment est Ouais, relayé l'article, etc. Mais ouais, ça a du potentiel, c'est chouette. Trop ouais, bien. carrément. Et du coup, bah, j'ai entendu dans une autre interview de toi la signification de ton blaze, entre guillemets, asynchrone. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Et je pense que ça nous mènera un peu à des questions plus sur là où tu vis, etc., ton style de vie. Ouais, c'était marrant, c'est que bah, du coup, mon pote encore Crypto Roscoff qui s'était mis à Twitter. Et c'est comme quand tu commences un site, quand tu commences une entreprise, un business, il faut toujours choisir un nom. Donc, c'est toujours Ouais. complexe. Et à ce moment-là, bah, tu avais ce gars, Peter Levels, qui parlait justement du mouvement asynchrone, qui est un espèce de mouvement qu'on aborde tous en ce moment. C'est par rapport au fait, quand tu vas vivre à l'étranger, tu as un décalage horaire. Et en fait, énormément de multinationales ont des sièges un peu partout, ont des entreprises un peu partout. Et Mhm. du coup, il faut de plus en plus de communication asynchrone, c'est-à-dire que tout est décalé. Tu vois, tu vas m'envoyer un message, je vais te répondre plus tard. Je t'envoie un message vocal, tu vas me répondre plus tard. Mais tout ce qui est Mhm. réunion, tout ce qui est meeting sert de moins en moins. Et moi, ça me correspond tout à fait parce que je déteste avoir des obligations. Tu vois, par exemple, avoir un call à telle heure. Alors, tu vois, voilà, ça, c'est une interview avec toi, donc c'est cool, on discute, Ce que mais j'allais tu vas dire, avoir une un call. interview trop chiant. Non, mais tu vas avoir un call toutes les semaines avec ton Ouais, non, ouais, équipe, ouais. etc. Ça, c'est des choses voilà, qui m'embêtent. Et du coup, Asynchrone me correspondait bien par rapport à ça. Et surtout du fait que bah, aujourd'hui, je vis en Indonésie, à Bali. Et le Ouais. décalage horaire, c'est mon quotidien, quoi. Et mon frère vit aux États-Unis aussi. Donc, voilà, c'est. Ok, ouais. c'est, Ça doit être, tu dois checker les ouais, fuseaux horaires 3 fois par jour, quoi. ouais, c'est ça, il faut toujours s'adapter. Ouais. Trop Donc bien, voilà pourquoi le nom asynchrone. super. Et bah du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi l'expatriation? J'imagine que tu voyais des bénéfices aussi à ce côté asynchrone. Et pourquoi avoir choisi Bali plus précisément?
L'expatriation, en fait, c'est pas, enfin, ça a toujours été mon truc dans le sens où j'ai toujours voulu voyager, toujours voulu avoir un job qui me permet de voyager et c'est Ouais, pour ça que j'ai commencé l'édition de site. Et en fait, bah, mon premier voyage, ça a été Canaries, juste pour quelques semaines pour tester un peu ce truc de bosser et de voyager en même temps. Après, j'ai fait la Thaïlande, Asie du Sud, et je suis rapidement arrivé à Bali et je suis vraiment tombé amoureux de Bali. Et en fait, j'ai vécu dans pas mal d'endroits différents en Europe, tu vois, à Portugal ou à New York, où j'ai vécu avec mon frère, etc. Et moi, il y a un endroit dans lequel je me sens le plus créatif et dans lequel j'ai l'impression que ma vie ne fait que évoluer. Et d'être dans un environnement surtout, enfin, entouré de personnes qui ont un peu cette même mentalité d'entrepreneuriat, de vivre à l'étranger, etc. Et c'est vraiment Bali. Donc ouais, aujourd'hui, je suis installé ici et je compte y rester. Du trop coup, bien. tout l'aspect un peu digital nomade, etc., c'est cool sur le papier, mais je pense que si tu poses la question à beaucoup de personnes qui l'ont fait, tu en reviens vite à être sédentaire parce que tu peux pas être productif, tu peux pas être créatif et surtout tu te perds quand tu fais que voyager toutes les semaines. Ouais, Donc, ouais. ouais, c'est clair. Mais tu vois, j'ai écouté le podcast qui peut-être te parle digital nomade ou nomade digital, je ne sais plus, de Stan Leloup, qui parle Ouais. vraiment de ça. Et il disait aussi, il parlait exactement de la même chose. Il disait qu'en gros, bah, à force de bouger toutes les semaines, tu n'arrives pas vraiment à te poser, etc., à être productif, à instaurer une routine, en fait. Et ce qu'il disait, c'est que du coup, il bougeait, mais tu vois, peut-être tous les 6 mois, un truc comme ça, pour vraiment quand même tomber dans un certain confort, une routine pour pouvoir être productif et avancer quand même, quoi. Donc, c'est Ouais, un peu sur ce que tu dis. c'est exactement ça. La routine, j'en ai parlé précédemment, mais c'est vraiment un mot qui paraît, tu vois, ennuyeux. Mais la routine, c'est vraiment la clé pour être productif. Et tu peux pas avoir une routine quand tu bouges trop souvent. Et si Mm. tu prends toutes les personnes qui ont commencé forcément, tu vois, comme moi, dès que tu peux travailler en ligne, tu voyages, etc. On arrive tous à ce point, j'ai l'impression, d'avoir un endroit où ils vivent. Et leur but, c'est d'avoir trois chez soi, en fait, tu vois, dans Ok, différents endroits mais pouvoir à chaque fois arriver, par exemple, tu as une maison en Europe, tu arrives en Europe, c'est ta maison. ouais, Et t'es tu as pas toutes tes perdu. habitudes, ta Mm. routine et tu pars. Ouais. Et puis même aussi, je pense qu'il y a un problème avec ça, c'est que tu arrêtes de prendre des vacances. Dès que tu Ouais, bouges trop, en fait, tu travailles tout le temps, tu as l'impression de toujours profiter, mais en même temps, tu ne profites pas à 100% parce que tu n'es pas en vacances. Et le fait d'être sédentaire, un peu plus sédentaire, tu peux recommencer à prendre des vraies vacances sans travailler. Tu vas ok, partir une ouais. semaine, 2 semaines quelque part. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Bah, puis j'imagine que, ouais, enfin, même faire des déplacements en général, tu as toujours des choses à prévoir, etc. Enfin, ça te prend de l'énergie mentale aussi. Tu dois Ouais, t'investir, quoi. C'est pas rien, j'imagine. Ouais. ouais, complètement, complètement. Et bah, si on parlait un peu plus d'asynchrone, du coup, qu'est-ce que t'apporte ce persona-là pour le moment? Bah, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait tout du long? Pourquoi est-ce que tu continues justement à l'alimenter, etc., à faire ton branding autour, ou même quels sont tes objectifs avec Asynchrone? C'est vraiment des questions qui m'intéressent et je pense que ça peut intéresser plus d'un auditeur aussi. Ouais. Alors, asynchrone, tout d'abord, le côté anonyme. C'est pas pour me cacher ou parce que j'ai des choses à cacher. C'est simplement déjà au début, c'est de créer quelque chose sans avoir de retour d'autres SEO ou d'autres personnes qui me connaissent ou tu vois, Ouais. d'idées préconçues, etc. Et en gros, ça m'a permis du coup de dire ce que je veux, parler de la manière que je veux, etc. Et moi, pour moi, le persona asynchrone n'est pas vraiment un persona parce que pour le coup, c'est 100% moi. Ouais. Et j'aime bien, voilà, tu vois, de dire ce que je pense, balancer un tweet sur mon mindset en ce moment, etc. Des choses comme ça, je trouve ça assez cool. Mhm. Et ce que ça m'a apporté, c'est en quelque sorte déjà accès à pas mal de choses, tu vois, parler à énormément du SEO, énormément de personnes dans le monde du SEO, mais pas que. Et aussi, surtout, avoir tous ces retours des personnes de la formation, d'échanger avec des personnes comme toi, avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça permet d'être créatif, d'avoir des nouveaux projets qui arrivent, faire des partenariats, etc. Donc ça, c'est le côté bien positif. Et ensuite, où je vais,
Pour moi, comme je le dis depuis toujours, le SEO, c'est ce que je fais. L'édition de site, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui marche toujours pour beaucoup de personnes. Je vais toujours pousser les gens à faire du SEO, mais dans le business en ligne, il n'y a pas que le SEO. Et pour moi, en fait, si tu veux, ma pensée, l'arrière-pensée derrière Asynchrone, c'est vraiment d'aider, et pas pousser, mais d'aider toutes les personnes à rejoindre un business en ligne. Et ça, Mhm. ce sera vraiment les projets qui vont arriver dans le futur. C'est vraiment d'aider le plus de monde à rejoindre et surtout à passer le cap en fait de voilà, je commence un business en ligne et je commence à vivre de ça. Les aider dans toutes les étapes. Tu vois, comme je disais avant, la freelance, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. Ouais. Tu as l'aspect investissement plus tard aussi. Et en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'étapes dans lesquelles j'aimerais voilà, accompagner toute personne là-dessus. Ok, ok, super, très clair. Super intéressant. Alors, bah, du coup, tu l'as dit, tu fais aussi un peu de la formation avec un synchrone, tu as du coup tes sites en édition. Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur de quoi sont composés tes revenus, un peu en termes de pourcentage? J'imagine qu'il y a beaucoup d'éditions de Ouais. sites, mais peut-être que je me trompe, donc ce serait intéressant. Non, l'édition de site reste toujours une grosse part. Je dirais, voire, je sais pas, je regarde pas tous les mois, mais je pense plus de 50% de mon revenu. Ok, La formation, ouais, je le cache pas, ça rémunère très bien parce que voilà, tu as beaucoup de personnes qui rejoignent, etc. Mais c'est aussi un côté très cool pour moi. J'adore partager et voilà, aider des personnes dans toutes les étapes qui leur arrivent quand tu commences l'entrepreneuriat, etc. ouais, Donc, je dirais un peu plus de 50% de l'édition de site, on va dire 35 de la formation et le reste, c'est des investissements. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais tu vois, quand on te dit d'investir, c'est toujours complexe. Tu sais jamais dans quoi investir, s'il faut investir dans des actions, dans de la crypto, etc. ouais, Et du coup, ouais, j'aime bien investir un peu partout. Et là, en ce moment, dans un revenu qui tombe tous les mois, c'est principalement Play to Earn. Donc, ok, tous ces ouais, jeux de crypto dans lesquels voilà, tu gagnes de la crypto. Et du coup, il y a pas mal de moyens d'investir là-dedans sans jouer ou sans ok, passer du temps. Ça reste un revenu passif. Et ça, c'est une petite partie ouais, de mon revenu aussi qui est plutôt assez cool. ok, ok, super. Bah, merci pour ces précisions. Je pense que c'est vraiment top. Euh, Alors, si on parle, là, on a parlé un peu beaucoup du présent, même si on a parlé un peu de ton futur avec un synchrone. Toi, globalement, qu'est-ce que tu penses faire dans 5 ans? Est-ce que tu as une idée précise? Un peu, est-ce que tu te visualises dans les prochaines années ou pas forcément? Ouais, du coup, dans 5 ans, bah, tu vois, j'en parle souvent. J'aime bien me faire des objectifs, définir des objectifs, créer un plan, etc. Je Ouais, t'avoue que des choses ont pas mal changé, que mon objectif dans 5 ans n'est pas précis. Mais comme je te disais, c'est déjà un gros projet, des gros projets dans l'accompagnement des personnes, tu vois, pour réussir en ligne. ouais, Et le truc, c'est déjà d'avoir assez de fonds pour continuer à fond dans les investissements, parce que les investissements, je trouve ça assez cool. Avoir des rentes qui me permettent d'avoir plus de temps libre, parce qu'aujourd'hui, je travaille de moins en moins, mais je travaille quand même pas mal encore. Mais le truc, c'est vraiment d'avoir plus de temps libre, faire des choses plus créatives, passer plus de temps à apprendre des choses en dehors du business. Et du coup, dans 5 ans, moi, ce que je vois, c'est travailler 1 ou 2 jours par semaine, même pas un jour par semaine maximum, et passer énormément de temps à apprendre des choses. Et tu vois, je sais pas, je surfe pas mal ici, continuer à surfer quasi tous les jours et avoir du temps libre. Je fais de la boxe en ce moment, continuer à approfondir la boxe et apprendre des nouvelles choses, apprendre un instrument, à dessiner, peindre, des choses comme ça, quoi. Je trouve ça cool. Et trop bien. je pense que, tu vois, tu as beaucoup de personnes, quand tu leur dis, voilà, moi, mon but, c'est d'arrêter de travailler, entre guillemets, ils disent tout le temps, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, si tu ne travailles pas et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses dans la vie à faire et à apprendre que je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, d'être dans le rush parce que j'ai envie Ouais, bah ouais. d'apprendre toutes ces choses-là, quoi. Ouais, je vois Donc, ce que ouais, tu dans veux. 5 ans, liberté et apprendre des nouvelles choses. Ok, ok, c'est l'objectif principal. Super intéressant. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est quoi la journée type d'asynchrone ou la semaine type peut-être?
comment est-ce que tu répartis globalement tes journées entre loisirs, travail, monitoring de site, etc. Ce serait vraiment intéressant. Ouais, alors une journée type, j'ai jamais été lève-tôt, mais à Bali, il faut être lève-tôt parce que le soleil il se couche assez tôt, entre Ok. 18h et 19h selon les moments de l'année. Et du coup, le matin, c'est réveiller à 6h30, faire du sport, peu importe le sport, mais toujours faire du sport quasi tous les jours. Commencer à bosser 8h30, 9h, jusqu'à, on va dire, 14h30, 15h. Ok. Et après, c'est du temps libre. C'est pas mal de surf et pas mal de choses à côté, quoi, aller rencontrer des gens. Et du coup, à partir de 14h, 15h, je ne bosse plus du tout. Ok. Et après, simplement temps libre. Temps libre, et dans la semaine, c'est, comme je te dis, faire pas mal de sport, profiter, parce qu'ici, on en a parlé déjà la dernière fois, mais ici, il y a énormément, énormément de choses à faire. Et tu vois, c'est quand tu vis quelque part, c'est comme si quand tu vis à Paris, tu as des gens qui vivent à Paris depuis 15 ans et qui n'ont jamais fait la Tour Eiffel. C'est un peu les Ouais. choses que j'ai envie d'éviter. Et tu vois, les week-ends, profiter des week-ends pour aller faire de la crosse dans les volcans, ou d'aller faire de la plongée, d'aller visiter des îles ici, parce qu'il y en a partout. Et puis un jour, quand le Covid sera terminé, voyager de plus en plus aussi en Asie du Sud et un peu partout, quoi. Ok. Donc voilà, je suis allé un peu plus loin que la semaine, mais Non, non, c'est mais à peu près super, ça. super. Non, bah, de toute façon, je pense qu'il y a une bonne partie des auditeurs qui n'ont pas cette vie expatriée, donc ça fait rêver et c'est bien de voir d'autres styles de vie, etc. Et je pense que ça motive pas mal. Ouais. Euh, Si tu avais là en face de toi quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a pas encore vraiment commencé l'affiliation, etc., qui aimerait bien le faire, qui se dit qu'il créerait bien ses premiers sites, etc., ce serait quoi tes top 3 conseils que tu donnerais pour, je ne sais pas, par exemple, trouver une niche, commencer, avoir ses premiers revenus, etc. Ok, du coup, premièrement, c'est d'aller vite. C'est trouver un programme d'affiliation rapidement, essayer de trouver un bon programme qui va te rapporter de l'argent. C'est-à-dire de trouver un programme en dehors d'Amazon, mais trouver un programme d'affiliation qui a un potentiel de commission qui est assez cool. Et Mhm. ensuite, commencer directement, faire toutes tes erreurs d'un coup, c'est-à-dire faire un site rapidement, créer ton site rapidement, écrire tes articles rapidement, faire tes liens rapidement, faire tout le process très vite, lancer même 2 sites à la fois, si possible, et aller très, très vite pour faire toutes les erreurs. De toute façon, si tu as suivi le process, en général, tu vas quand même faire des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros à la fin. Et une fois que tu as fini cette courte période où tu fais beaucoup de choses en très peu de temps, tu prends du recul, tu regardes toutes les heures que tu as fait, tu notes tout ce qui a marché, et là, tu recommences, mais en essayant d'éviter toutes les erreurs. C'est-à-dire que tu ne vas pas reprendre un programme d'affiliation qui rapporte aussi peu que celui que tu as en ce moment, mais tu vas aller chercher un autre programme d'affiliation ou même une autre niche qui est beaucoup plus rentable. Et Mhm. tu vas en fait éviter toutes les erreurs et recommencer. Et là, pour le coup, le deuxième projet, tu prends un peu plus de temps. Mais pour le coup, là, il faut vraiment viser un revenu et viser un revenu qui te permettra de vivre, quoi, tout simplement. Il y a un truc que je dis souvent, c'est de viser une niche et d'y rester. Parce que une fois que tu crées beaucoup de sites de niche dans la même niche, donc des sites d'ultra niche dans la même niche, ça va te permettre en fait d'avoir un espèce, pas de monopole, mais de connaître la niche et Ouais, de connaître tout ce qui fonctionne. Et ça va te permettre d'utiliser tous tes sites pour t'entraider, les lier entre eux et de ranker plus vite. ouais, c'est clair. Euh, une autre chose aussi que je conseillerais, c'est de commencer la freelance au bout de 6 mois, un an. Comme je disais, moi, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai commencé la freelance, ça a fonctionné, mais j'ai arrêté trop rapidement en me disant, c'est bon, maintenant je vis de l'édition de site, j'arrête la freelance. Mais la freelance, ça permet vraiment d'avoir un taf qui t'offre quand même pas mal de liberté parce que tu n'es pas dans un bureau, etc. Tu peux vivre où tu veux, mais ça te Mhm. permet d'avoir un salaire tous les mois. Et une fois que tu es bon en freelance et que tu investis tes bénéfices en freelance dans l'édition de site,
en fait, c'est une courbe qui va tout le temps monter, quoi. Tu vas jamais avoir des grosses retombées, tu vas jamais être sans argent, ce qui m'est arrivé quand même pas mal de fois. Ok, Donc, vraiment viser quand même une stabilité avec la freelance. ok, super intéressant. Ok, bah, je pense on est plutôt bon pour les conseils. Bon, tu sais, dans le SEO, on parle souvent de trois piliers, donc contenu, technique, netlinking. Chaque SEO, j'ai l'impression, que ce soit du côté Presta ou édition de site, ont leurs préférences. Toi, est-ce qu'il y a un des piliers que tu travailles en priorité et qu'est-ce que tu penses des trois piliers de manière générale? Les trois piliers sont utiles, seront utiles encore pendant très longtemps, même s'il y en a beaucoup qui pensent que les backlinks vont disparaître petit à petit. Il faut quand même savoir que les backlinks, c'est la base de l'algorithme de Google. Donc, Mhm. tu ne peux pas le changer du jour au lendemain. Pour moi, en fait, ce qui est le plus important et que beaucoup négligent, c'est la structure, parce que c'est la base de tout. Si tu envoies des tonnes, tu vois, souvent dans les SaaS, tu vois, tout ce qui est service, enfin, tout ce qui est web app, etc., Mhm. ils ont des milliers de backlinks de qualité. Et en fait, ils rankent nulle part parce qu'ils ont une structure pourrie et ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, la structure, c'est ultra important. Le contenu, beaucoup l'optimisent et le suroptimisent, mais je pense que le plus important, c'est tout dépend de la qualité du site que tu veux faire, mais c'est d'avoir un contenu cool, quoi, un contenu lisible, parce que tu veux pas que les personnes elles repartent direct de ton site. Et un truc que j'ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est le linking interne, donc Ouais, le maillage interne. C'est ultra important parce que tu peux avoir le nombre de backlinks, tu peux avoir des milliers de backlinks, mais si tes pages ne sont pas liées correctement entre elles dans ton site, ça ne va pas fonctionner. Donc, ouais, c'est pour moi, c'est structure en premier. Le contenu, bah, là, avoir un contenu lisible et être assez bon en termes d'optimisation. Passer du temps en maillage interne et après, bah, les backlinks, ça restera toujours le gros truc en SEO, quoi. Donc, tu ne peux pas dire j'ai une préférence parce que je pense que tout est vraiment important. ok. Super. Et oui, d'ailleurs, il me semble que tu as fait une interview il n'y a pas longtemps où tu parlais justement d'une de tes techniques de maillage interne. Si je me souviens bien, c'était une technique un peu de siloing. Est-ce que peut-être tu peux nous en reparler rapidement sans refaire toute l'interview forcément, mais me dire un peu. Ouais. Je me rappelle que, en fait, si tu veux, j'avais écouté, je m'étais dit, franchement, c'est trop bien, il y a des conseils super poussés, mais tu vois, c'est typiquement le genre d'interview qu'il faudrait que je réécoute pour vraiment m'imprégner de ce que tu as dit. Donc, si tu pouvais faire un résumé rapide, je pense que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Ouais, c'était chez House of Business, du coup, une conférence. Et en fait, j'expliquais tout simplement que bah, le maillage interne est sous-coté. Et si tu veux, en fait, beaucoup de personnes vont chercher à faire plein de backlinks sur leur money page. Donc, je ne sais pas, le top 10 des aspirateurs sans sac ou une connerie comme ça. Et en Ouais. fait, le truc, c'est qu'il faut créer un contenu autour de cette page pour l'aider à ranker. C'est-à-dire que ton aspirateur, le comparatif d'aspirateur sans sac, tu vas écrire plein de contenus autour qui vont être comment nettoyer un aspirateur sans sac, comment choisir, euh, comment revendre, je ne sais pas, plein de sujets autour de l'aspirateur sans sac. Tu vas faire des liens de toutes ces pages-là vers ta page principale. Et Mhm. ensuite, tu vas linker toutes ces pages support de façon avec une certaine technique, en fait, où tu ne vas pas toutes les lier entre elles, mais tu vas les lier intelligemment. Et Ok. ensuite, tous tes liens, tes backlinks, tu les fais vers tes pages support. Pourquoi? Parce que d'un point de vue Google, c'est beaucoup plus logique de faire des liens vers des pages informationnelles. Pour la même raison que j'ai dit au début, tu vois, d'avoir les liens du Monde et de Forbes. Ils ne font Mhm. pas des liens vers mon comparatif, ils font des liens vers des pages informationnelles. Ouais, c'est Et du clair. coup, tu peux faire beaucoup de liens vers ces pages informationnelles qui vont envoyer de la puissance vers ta page principale. Et surtout, le truc qui est cool, c'est que toutes tes pages support, elles vont lier ta page principale avec des encres optimisées. Donc, en gros, Ouais. tu vas avoir un site qui va être propre d'un point de vue netlinking, sans encre optimisée, mais ton maillage interne va faire que ta page principale va être ultra puissante. Trop bien. Du coup, ça fait un peu écho à cette notion de cocon sémantique, mais la différence qu'il y Ouais, a, c'est vraiment le fait que toutes les pages filles ne se lient pas entre elles, mais qu'il y a un ordre à respecter, quoi, si je comprends bien. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, tu vois, comme tout dans les SEO, tu auras des contre-exemples. Oui. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont contacté aussi en DM pour essayer de trouver
tu vas calculer le page rank de toutes les pages et essayer de trouver Ouais. une manière d'optimiser la chose, etc. Moi, je sais que ça fonctionne pour moi. Euh, En fait, je suis pas quelqu'un qui va récolter toute la data et faire des A/B testing pendant des années. Si ça fonctionne, je le fais et je le reproduis. Après, le jour où si une personne me dit ce modèle-là marche mieux, je le partagerai à ce moment-là. Hmm. Ouais, ouais. Ok, ok, top. Merci pour cette précision. Du coup, on arrive à notre 10e et dernière question qui va se porter sur le SEO en général. Quel est ton avis un peu sur l'évolution du SEO? Comment est-ce que tu penses que le SEO va évoluer dans les prochaines années? Et globalement, est-ce que tu penses que plus on avancera dans le temps et plus le SEO sera efficace ou au contraire, il va perdre en efficacité? De manière générale, on va dire tout business model confondu, ou si tu as un avis précis pour l'affiliation, édition de site, ça va aussi. Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui sont arrivées ces dernières années. Tu vois, il y en a beaucoup qui parlaient des recherches vocales, la commande vocale, Ouais. qui ça allait être le nouveau truc, qu'il fallait absolument aller dedans. Honnêtement, moi, j'ai pas mal, enfin, j'ai des œillères par rapport à ça. C'est que je ne changerai pas ma manière de travailler tant que mes sites ne sont pas impactés. Parce qu'en fait, on en parlait la dernière fois dans le Discord de la formation, il y a une personne qui m'a donné un lien vers un article de Google comme quoi il fallait faire ça sur leur site. Google, en général, ils aiment bien balancer des infos de ce type-là. Par exemple, attention, maintenant, il faut que vous mettez vos titres, je ne sais pas comment, parce que sinon, vous n'allez pas ranker. Dans le simple objectif que tous les SEO et tous les éditeurs de sites fassent le travail sans que eux n'aient à pénaliser derrière. Mais ça se trouve qu'ils Ouais. n'ont même pas les technologies pour vérifier ce qu'ils sont en train de dire. Donc, pour moi, en fait, je ferme un peu les yeux sur le futur, sur le futur du SEO. Et il y a un truc aussi que j'aime bien dire, c'est que le SEO, ça existe depuis les années 90 et ça fonctionne et c'est toujours le même principe. C'est des liens, hein, de la structure, une bonne structure et du contenu. Du coup, pour moi, le futur du SEO, c'est ça en termes techniques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours la même chose. Et, euh, et en fait, comment ça va être impacté ou comment ça va impacter les business, c'est assez complexe à répondre à cette question. Mais en fait, l'édition de site, pour moi, c'est quelque chose qui va peut-être mourir à un moment donné. Mhm. Pas aujourd'hui, pour sûr, mais qui va peut-être mourir à un moment donné. Mais en fait, le principe du SEO, c'est beaucoup plus large que ça. C'est que demain, une personne qui veut ouvrir une salle de sport dans son village, et ben, dans sa ville, si elle ne fait pas de SEO, elle ne sera pas premier dans Google et elle n'aura pas de trafic. Et en fait, il faut utiliser le SEO, les bases du SEO et s'adapter aux modes ou s'adapter aux tendances, etc. Mais honnêtement, je vois pas comment les choses peuvent changer radicalement, étant donné que Google, c'est une plateforme que tout le monde utilise, c'est un moteur de recherche que tout le monde utilise et que le moteur de recherche n'a pas changé drastiquement durant ces plus de 20 ans. Ok. Donc voilà, c'est une réponse sans répondre précisément parce que pour moi, les choses ne vont pas vraiment changer. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, je pense que c'est une super belle conclusion. Asynchrone, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je continuerai à suivre tes posts et puis bah, j'encourage tous ceux qui écoutent à te suivre sur Twitter et à suivre tout ce que tu fais. Je pense que c'est assez inspirant et motivant de manière générale. Donc c'est top. Et puis écoute, bah, grand merci et peut-être à la prochaine. Ouais, bah merci à toi. C'était bien cool d'être ici. Merci de m'avoir invité. Je t'en- Et puis, ouais, j'invite tout le monde à te suivre aussi, du coup. Ah là là, le crack. Ça Allez, à marche. très bientôt. Ciao. Merci.